17h30 et c'est un nouvel horaire puisqu'auparavant, depuis des années, on débutait le séminaire à 18h. Voilà, donc c'est la grande nouveauté du séminaire qui commencera à 17h30 plutôt qu'à 18h. Et peut-être simplement un remerciement à François Albera, Jean-Marc Federato, Laurent Le Forestier, Elvira Chamiri et Nejma Moussaoui, avec qui on a construit le programme cette année. Donc, la séance d'aujourd'hui, grâce à Garance Fromont, spécialiste du cinéma tchèque, est construite en partenariat et avec le soutien du festival Czech In, festival de films tchèques, qui est organisé par notre collègue et camarade, on peut dire, Markéta Houdouskova, qui n'est pas là aujourd'hui parmi nous, justement parce qu'elle est en pleine action ailleurs. Mais c'est donc Garance qui va prendre la parole pour à peu près 1 heure, n'est-ce pas? Et comme ce festival est, comment dire, construit à la mémoire d'une des réalisatrices les plus emblématiques de la nouvelle vague tchèque, Vera Chytilova, alors cette séance est consacrée au parcours, à la trajectoire de cette réalisatrice. Je vous donne la parole. Ah. Je suis désolé, c'est pas que je veuille absolument occuper le terrain, mais on m'avait dit que j'avais à le faire et que tu devais présenter que le festival. Bon, chacun son rayon. Garance Fromont donc, est agrégée de lettres modernes et doctorante à Paris-Cité. Elle fait une thèse sous la direction de Frédéric Berthet sur le cinéma tchèque des années 60, enfin je dirais plutôt le cinéma tchécoslovaque, parce que nous avons affaire ce soir à un cinéma qui n'existe plus, tchécoslovaque, venu d'un pays qui n'existe plus, la Tchécoslovaquie. Et sur les conditions d'émergence donc de ce jeune cinéma, qu'on appelle soit nouvelle vague, soit jeune cinéma. Je crois même que les Tchèques préféraient dire jeune que nouvelle vague. Enfin, bon. Elle a publié dans diverses revues universitaires. On la trouve aussi sur Internet. Elle est associée au Centre de recherche en sciences sociales, le Centre français de recherche en sciences sociales à Prague, où elle est au bénéfice d'une bourse. Donc, je ne vais pas redire que son intervention portera sur Vera Chytilova, puisque on vient de le dire. Je suis quand même très heureux de présider ou d'introduire plutôt à cette conférence, parce que le cinéma tchécoslovaque, dont je disais qu'il n'existait plus, pour quelqu'un de ma génération, il y a quelques cheveux blancs dans l'assistance qui peuvent avoir, comme moi, connu cette expérience. L'arrivée du cinéma tchécoslovaque au début des années 60 a été disons, a créé un coût tout à fait important pour la cinéphilie et pour aussi le public d'ailleurs, puisque ces films étaient distribués. On a peut-être peu l'idée aujourd'hui de l'importance qu'a occupé ce cinéma, l'effet qu'il a produit, n'est-ce pas? Il y avait des pages dans les journaux, je ne sais pas, l'Express, qui évidemment n'était pas l'Express de maintenant, le Nouvel Observateur, idem, et tous les autres journaux où les critiques avaient une place d'ailleurs, qui évidemment n'existe plus de nos jours, et où vraiment c'était des événements. L'As de pique de Miloš Forman, du courage pour chaque jour d'Evald de Schorm, les diamants de la nuit de Nemec. Oui, il y a un nombre de cinéastes qui sont apparus, pas soudain, etc., mais enfin quand même en quelques années, qui a suscité, si vous préférez le revue de l'époque, Cinéma 60, ces revues positifs, les cahiers du cinéma, il y avait des débats, les cahiers du cinéma, vous avez pu le constater, ont même fait 2 colonnes pour et contre Vera Chytilova. Donc, c'est un gars, c'est ça. Ah, c'est extraordinaire, c'est
Voilà, donc ce cinéma, c'est quand même assez singulier, parce qu'un pays comme la Tchécoslovaquie, même si elle était unifiée à la Tchéquie et la Slovaquie à l'époque, elle n'était pas un grand pays comme la Pologne, disons en Europe ou l'Allemagne. Et parlant d'une langue qui évidemment n'est pas parlée en dehors de ce pays, a eu cette production qui a pris place, les films tchèques ont gagné des Oscars à plusieurs reprises, ou des distinctions au Festival de Cannes et dans d'autres festivals. Donc pourquoi? Parce que c'était un cinéma qui s'était nationalisé, et donc les lois de la recherche du profit n'étaient pas la première occupation de ce cinéma, à quel point qu'on a développé le cinéma d'animation tchèque. Et le cinéma d'animation, on sait que c'est coûteux, on a jamais des années durant en France, parce qu'on ne peut pas régaliser avec Walt Disney, étant donné les coûts de la Tchécoslovaquie, Trinka, Bredka, Karel Zeman, c'est des gens qui faisaient de l'animation, et donc à qui on donnait les moyens de le faire. Voilà. Donc c'était une sorte de coup de tonnerre, et dans des directions fort différentes, parce qu'entre Miloš Forman et Jan Nemec, il n'y a pas d'accord, ou Jaromír Gires, Benzel, enfin tous ces gens, n'est-ce pas, je dis autour, mais Jean Judy, qui a été, tous ces films ont été diffusés par les ciné-clubs, puisqu'il y avait des ciné-clubs à cette époque, et ont été portés par donc, les cercles de cinéphilie, mais qui n'étaient pas du tout quelque chose de restreint et d'éther, tant qu'aujourd'hui, faire passer les ciné-clubs, comme s'il fallait assister, c'était l'élément les plus productifs du spectatorat de l'époque. Voilà. Et même avant l'émergence de ces jeunes cinémas, je veux dire, n'est-ce pas, il y avait des cinéastes qui n'étaient pas du tout inintéressants, comme British, comme Kadar et Kloch, comme Jasny ou Ottokar Barbara, qui avait commencé avant la guerre. Et ces gens ont fait des films, en particulier sur un sujet, ça nous ramène à la guerre, et après je vous passe la parole, Transport vers le paradis de British sur le camp de Terezovska, la boutique de la grande rue de Kadar et Kloch sur l'arrivée disons, en Slovaquie, justement, comment le nazisme inspire la société et aboutit à la rare pour les juifs de cette bourgade dans laquelle le film est tourné. Voilà, je m'arrête. C'est pas moi qui fais le film. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien comme il faut? Je ne sais pas si ça fonctionne ici. Bon, ça va. Merci beaucoup, François Albera, pour cette présentation très complète. Je ne sais pas si je dois continuer de présenter ou si vous avez déjà tout dit. En tout cas, pour le contexte, évidemment, oui, Vera Chytilova, elle s'inscrit dans ce cinéma tchécoslovaque qui naît, effectivement, qui est complètement bouleversé après 1948 et l'arrivée au pouvoir des communistes. C'est une réalisatrice majeure de sa cinématographie nationale. Néanmoins, elle a connu des périodes un peu en dents de scie, comme on dirait, puisque elle a été complètement mise à l'arrière-plan après les années 70 et on a progressivement oublié son apport. Donc, je voulais commencer par vous lire quelques mots qui ne sont pas les miens, mais qui ont été publiés en 1982 dans un ouvrage consacré au cinéma tchécoslovaque et publié justement par le Československý státní film, qui était donc l'organisation de promotion du cinéma tchécoslovaque, un ouvrage de 1982 qui se trouve expurgé de certains noms gênants. Par exemple, on n'y retrouve pas le nom d'un certain Miloš Forman. Donc, ce qu'on dit de Chytilova en 82, née le 2 février 1929, elle a fait ses débuts au studio Barrandov. Après quelques années de travaux pratiques, elle a étudié la FAMU et a été diplômée en 1962 grâce à son court-métrage Le Plafond, Strop. Son premier long-métrage, Quelque chose d'autre, montre la vie de deux femmes. Dans un grotesque philosophique intitulé Sedmikraski, donc Les Petites Marguerites, elle a tenté de critiquer le style de vie de deux filles.
Son film Les fruits du paradis est une réflexion sur les relations changeantes entre vérité et mensonge. Donc voilà, montrer la vie de deux femmes, critiquer le style de vie de deux filles, bien sûr, c'est ne rien dire des apports de Ritilova à la fois en tant que cinéaste, en tant que scénariste, le regard qu'elle a insufflé dans ce nouveau cinéma des années 60. Notamment, elle est pour moi la cinéaste qui a fait entrer le cinéma tchécoslovaque dans une nouvelle modernité, notamment avec ce film Le Plafond qui est ressorti en salle il y a quelques semaines. Elle est entrée véritablement en dialogue avec tous ces nouveaux cinémas qui émergent à la fin des années 50, au début des années 60, et donc elle est la femme inspiratrice de cette nouvelle vague. Première femme également à entrer à l'Académie du film de Prague, la FAMU, dans le département de réalisation, ce qui était déjà aussi une sorte de rupture totale avec une tradition qui s'était instaurée au début des années 50. Elle fut une réalisatrice audacieuse, particulièrement insolente avec les autorités et ce qu'on a appelé la censure, j'en parlerai un peu plus, une sorte d'intranquille, perturbatrice, qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière donc dès ses premiers films. Alors effectivement, ma thèse ne porte pas sur la filmographie de Vera Rytilova, mais sur les conditions d'émergence économique, sociale et politique de ce nouveau cinéma qui naît avec Le Plafond et qu'on a appelé Nouvelle Vague. Alors, on a dit nouveau cinéma, jeune cinéma, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore très figé. Et donc, dans cette perspective, il me semble pertinent de repenser la place de certains parcours individuels pour une histoire du cinéma qui finalement réinscrit les individus dans les époques qu'ils ont traversées et influencées. Donc, c'est un peu comme ça que j'étudie les cinéastes individuellement dans ma thèse, puisqu'il n'est pas rare de lire, par exemple, qu'un film majeur a pu être influencé par telle ou telle personne, ou qu'une nouvelle forme est née par accident parce qu'un tel avait mal manié la caméra ce jour-là. Donc on dit souvent que ces histoires sont comme des anecdotes, elles sont évoquées de manière un peu plaisante, mais il me semble qu'elles en disent au contraire beaucoup sur les mécanismes historiques qui produisent les phénomènes que nous étudions. Or, Rytilova, en dépit de son caractère unique et imprévisible, donc elle a souvent été considérée comme une sorte de trouble-fête ou un trublion qui venait perturber la machine bien réglée. Il me semble que Vera Rytilova est justement une porte d'entrée pour comprendre comment une cinématographie nationalisée qui était contrôlée, censurée, on l'a dit, comment dans cette cinématographie a pu naître une nouvelle vague qui défie toutes les conventions esthétiques et idéologiques de son temps. De ce nouveau cinéma, Rytilova est le constant moteur, à la fois à travers ses films, dans lesquels elle ne cesse de se réinventer, mais aussi dans la place qu'elle occupe dans la cinématographie de son époque et de son pays, dans ses interactions avec ses collaborateurs. Je vais tenter de le montrer. Aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur sa filmographie des années 60, puisque c'est celle que je connais la mieux et que j'étudie dans ma thèse, où on voit émerger plusieurs éléments caractéristiques du cinéma tchécoslovaque et de la nouvelle vague, notamment comment, avec elle et ses camarades de la FAMU, va émerger la figure de l'auteur-réalisateur, dans une trajectoire qu'on peut considérer comme similaire à celle de la nouvelle vague française, c'est-à-dire avec un affaiblissement du rôle de la dramaturgie et du scénario dans le processus de fabrication du film. Je montrerai aussi que cette posture de réalisateur-auteur n'est qu'une posture, puisqu'il s'agit bien d'un travail collaboratif où chaque poste technique ou artistique, finalement, apporte sa pierre à l'édifice de ce que c'est que le regard de l'auteur dans le film. Si on étudie par exemple les scénarios de ces films, on peut voir comment est-ce qu'un changement radical se produit dans le système de production des films en Tchécoslovaquie dans les années 60, notamment comment est-ce que ce groupe de personnes donc, qui fait des films va remettre en cause l'organisation pyramidale de la production qui, après 1948, avait assujetti les films au parti et à son idéologie. Bien sûr, avec quelques réserves, j'en ai aussi beaucoup. Avec la nouvelle vague et en particulier avec Rytilova, ce fonctionnement pyramidal va voler en éclats, puisque même si le parti va continuer de tenter d'exercer une pression sur les créateurs, ces derniers vont en fait n'avoir de cesse de contourner les règles qui leur sont imposées, de négocier, de détourner pour faire triompher les formes au-delà du discours qu'elles sont censées porter. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur quelques films, sur la manière dont sa méthode de travail a bouleversé le système de production tchécoslovaque en le déstabilisant, mais aussi en l'ouvrant à de nouvelles possibilités, celle d'une révolution esthétique qui se produit à cette époque.
Donc, je m'appuie pour cela sur donc, deux ouvrages qui sont malheureusement en tchèque, puisqu'il y a assez peu de publications sur Chytilova, même en anglais. Donc, Věra Chytilová Zblízka, donc, notamment quand je cite Chytilova, en général, c'est tiré de cet ouvrage, puisque Thomas Pilat, l'auteur, en fait, l'a accompagné, enfin, a retraversé toute sa vie et toute sa trajectoire avec elle. Et puis, sur un article et ce livre de Łukasz Skupa qui étudie justement le système de censure ou du moins de contrôle de la production cinématographique. J'ai également pu consulter des archives de scénarios et des documents de production aux Archives nationales du film tchèque, donc je pourrais en montrer des extraits. Donc voilà, ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est la manière dont elle a finalement fait ressortir dans ce cinéma qui était un peu dogmatique, peut-être un peu endoctriné par moments, un jeu, donc une subjectivité, un jeu, celui d'une femme cinéaste qui aspire justement à être quelque chose d'autre, comme le suggère le titre programmatif de son premier long métrage professionnel. Donc Chytilova, voilà, je l'ai dit, elle rentre à la FAMU, elle est la première femme à intégrer donc l'Académie du film de Prague, qui avait été créée en 1946 pour former les cinéastes donc de la nouvelle Tchécoslovaquie avant que celle-ci ne devienne communiste. Elle intègre la FAMU donc en 1957, ce qui peut déjà sembler un peu surprenant ou quelque chose de l'ordre de l'accident, puisqu'elle n'a pas vraiment le profil pour devenir étudiante réalisatrice, d'abord parce qu'elle est une femme, comme je l'ai dit, donc il n'y avait pas eu d'autres femmes avant elle, mais aussi parce qu'elle est déjà un peu âgée, elle a 27 ans. Donc elle a déjà une vie derrière elle. Si on prend le plus jeune de sa promotion, Jiří Menzel, en a que 19. Et puis, c'est une femme qui a vécu, elle s'est mariée, elle a divorcé. Elle a aussi déjà travaillé pour le cinéma, d'abord en tant que mannequin, en tant que figurante, puis elle est devenue klapka, donc klapwoman. Et donc, elle avait acquéri cette expérience dans les studios, ce qui fait que ce n'est pas vraiment une débutante. Alors, en vérité, son entrée à la FAMU n'est pas vraiment accidentelle dans la mesure où il répond à une volonté du directeur des études de cette époque, et donc effectivement Otakar Vavra, qui voulait intégrer dans les promotions des profils un peu différents, puisqu'il pensait que des étudiants plus âgés qui avaient connu autre chose, forcément apporteraient un nouveau regard, permettraient d'apporter une plus grande maturité au film qui était produit donc par les jeunes cinéastes. Au concours, le jury va tout de suite déceler sa forte personnalité. Elle leur dit tout de suite d'ailleurs qu'elle veut faire des films parce que le cinéma contemporain ne lui plaît pas, donc ce qui heurte un petit peu le jury. Et puis elle cite ses influences, elle parle de Kafka qu'on n'avait pas encore redécouvert, on est avant la grande conférence donc de l'Union des écrivains sur Kafka. Elle parle aussi de L'étranger d'Albert Camus, qui l'a beaucoup impressionnée pour sa réflexion morale et qu'elle a pu lire grâce à son premier mari, le photographe Karel Ludwig. Elle est admise dans la promotion avec quelques réticences, notamment de la part de certains membres, parce qu'elle avait une mauvaise réputation au studio Barrandov. Notamment, elle était donc cette clapwoman qui intervenait tout le temps et qui énervait le reste de l'équipe technique. Pourquoi admettre une femme dans cette section? C'est la première question qu'on peut se poser. Déjà, il faut dire que la section réalisation n'est pas la plus prestigieuse de la FAMU. C'est la section prestigieuse, c'est celle du scénario. Et on peut penser que Vavra voulait vraiment créer un effet de déstabilisation, de rupture dans cette continuité, enfin voilà, essayer de provoquer quelque chose de nouveau, tout en sachant que dès le concours, en fait, il est déjà dit aux étudiants qu'ils sont 7 et 2 devront quitter la promotion à la fin de l'année, et Chytilova, en fait, en fait partie. Bon, pour des raisons un peu politiques. Elle est désignée, donc voilà, pour ne faire que la première année, finalement, elle sera sauvée par un concours de circonstances que je n'ai pas le temps de développer. Dès ses études, donc dès son parcours étudiant, elle va proposer un cinéma qui est en rupture. Elle va développer ce qui va être sa méthode de travail dans la plupart de ses films. Notamment, elle va essayer toujours de trouver une liberté dans un cadre imposé, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle a des exercices pratiques, elle essaye toujours de repousser les limites et les contraintes. Donc on peut le voir dans ces quelques films réalisés à la FAMU. Donc par exemple, dans Zelena Ulice, c'est un documentaire sur
sur le fonctionnement des gares, c'est-à-dire comment est-ce que les trains partent, les techniciens ferroviaires, etc. Donc elle doit filmer ça pour le documenter. Elle refuse de faire un documentaire narratif ou explicatif, elle refuse le commentaire, elle va choisir au contraire un montage très expressif, un peu à la Eisenstein, pour essayer de traduire visuellement, non pas en fait ce que c'est que la vie d'un chef de gare ou voilà, d'un technicien, mais plutôt l'expérience, qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on sent quand on est dans une gare toute la journée. Deuxième chose, elle va choisir des sujets originaux, inattendus, voire provocateurs, traités sur un mode personnel. Donc, par exemple, dans Kochichina, elle va adapter Kafka, donc encore une fois assez, assez provocateur pour l'époque, puisque Kafka n'a pas encore été réhabilité. Et elle va le faire de manière grotesque, en filmant des personnages qui s'adressent frontalement à la caméra, dans une dimension très théâtrale. Enfin, autre caractéristique, elle va sans cesse négocier avec les instances de contrôle et surtout avoir recours à la ruse, parfois à la dissimulation, pour tourner des sujets qui ne plaisent pas donc, aux responsables des départements scénario et réalisation. Donc, c'est le cas dans Le Plafond, qui est donc son court-métrage de fin d'études, pour lequel le scénario est refusé par František Daniel, qui est le responsable du département dramaturgie, qui trouve que c'est un scénario qui n'a aucune vertu idéologique, que c'est l'histoire d'une bourgeoise, voilà, que ça n'a rien à faire dans le cinéma tchécoslovaque de cette époque. Et donc, elle va trouver une ruse pour tourner son film, c'est qu'elle va faire réécrire le scénario par Pavel Juracek, qui est l'étudiant favori de Daniel, représenter le scénario qui est accepté, et bien sûr, elle tourne le scénario qu'elle a elle-même écrit. Donc, c'est quelque chose qu'elle va faire ensuite quand elle va travailler pour le studio Barrandov. Elle s'ouvre également à la dimension expérimentale de son travail, notamment dans Le Plafond. Donc, même si elle écrit un scénario qui est très détaillé, elle va laisser une grande marge à l'improvisation des acteurs, qui sont pour la plupart non professionnels. Elle fait notamment tourner son frère, mais aussi au lieu dans lequel elle tourne, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir à ce qui peut se produire dans la rue, à la cantine, etc., là où elle place la caméra. Enfin, dernier point qu'elle va développer, c'est celle d'une collaboration étroite entre la réalisatrice scénariste et le chef opérateur, puisque toutes les innovations narratives sont accompagnées d'innovations visuelles, expérimentées parfois jusqu'au moment du tournage. Donc, en un sens, on peut dire que dès Le Plafond, elle va faire émerger la figure donc, de l'auteur-réalisateur dans ce cinéma. C'est un film dans lequel elle choisit un sujet qui est socialiste, c'est celui en fait du retour des jeunes gens à la terre comme révélateur de la vacuité de l'expérience urbaine. Donc je le dis comme ça évidemment, ça a l'air, mais en fait elle en fait toute autre chose comme vous le savez. Et notamment ce qu'elle fait, c'est qu'elle déconstruit la dramaturgie classique, puisque ici on va avoir un film sur l'errance d'une jeune femme, la manière dont elle traverse des lieux quotidiens qui sont saisis sur le vif et toujours traité sur un mode sensible et subjectif, donc ce qui va viser finalement à retranscrire une expérience vécue. C'est aussi une rupture majeure dans le traitement narratif et visuel de l'époque, puisqu'elle va finalement faire ressortir cette subjectivité qui avait été bannie par le réalisme socialiste, donc faire ressortir l'individu et son expérience. Donc, un autre point dès ce film, c'est que finalement, donc, comme je l'ai dit, la collaboration avec le chef opérateur va être très importante. Elle choisit de travailler avec Jaromir Schoch, qui va être un chef opérateur très important qui a collaboré notamment avec Jiří Menzel, qui est aussi étudiant à la FAMU et avec qui en fait elle va être en constant travail, donc rédiger le scénario technique ensemble. Et puis, il va filmer sous sa supervision constante, ce qui était quelque chose d'assez nouveau, puisque, en fait, il n'était pas rare que certains chefs opérateurs soient très autonomes sur les tournages. Ils pouvaient tourner, filmer sans attendre les consignes du réalisateur, ce qui ne plaisait pas du tout à Chytilova. Donc, elle raconte, par exemple, que lors d'un stage, elle devait filmer des courses de moto. Et donc, elle a demandé au chef opérateur quand y aller. Et puis, en fait, il lui a dit qu'il avait déjà filmé. Et donc, ça l'a rendue complètement folle parce que ça n'a pas été filmé de la manière dont elle souhaitait.
Avec Joffre, elle va travailler donc, enfin, notamment pour comprendre les possibilités de la caméra aussi. Donc, comment est-ce qu'on va filmer dans la nuit? Elle voulait par exemple filmer donc toute la scène de fin du film. Si vous l'avez vu, se déroule, c'est une traversée nocturne de Prague. C'était un défi technique puisque les pellicules n'étaient souvent pas assez sensibles pour pouvoir filmer dans une obscurité. Et donc, ils vont travailler ensemble pour essayer d'aller au-delà des possibilités du médium. Il y a eu juste un moment où il a résisté à une consigne, c'est qu'elle voulait filmer la lune qui se dégage d'un lampadaire. Et il lui a dit que c'était absolument impossible. Et donc, elle lui a dit, est-ce que tu as des genoux? Donc, voilà, tu te mets à genoux et tu filmes. Et en fait, Joffre a dit que ça a été une expérience très importante parce qu'elle a repoussé finalement ce qu'il croyait qu'il était possible de faire. Elle l'a dit elle-même dans ses souvenirs qu'elle a vraiment l'impression qu'à cette époque, Menzel, Schorm et puis elle-même s'étaient intéressés aux films d'auteur. Donc il s'agissait de traiter le matériau nous-mêmes, d'en extraire ce qui était proche et de l'intégrer à nos expériences personnelles. Le film, par ailleurs, a une forte résonance autobiographique. En 1962, suite au succès du Plafond, qui a beaucoup étonné et surpris donc les producteurs des studios, elle va avoir la possibilité de réaliser son premier court-métrage professionnel, qui est un court-métrage en fait qui a été produit dans le cadre de ces films qu'on a appelés de vulgarisation scientifique, qui étaient censés suivre essayer de montrer aux spectateurs contemporains la vie dans les usines. Donc elle va tourner ce film qui s'appelle Un sac de puces, qui suit en fait le quotidien de jeunes filles qui travaillent dans une usine de textile. Bon, par ailleurs, ce n'est pas du tout un film de vulgarisation scientifique, mais une fois de plus, elle a réussi à négocier avec les producteurs. Et donc, elle va encore plus loin dans l'expérimentation formelle, puisque ici, le point de vue de la caméra épouse celui d'un personnage. Donc, c'est un film qui est tourné en caméra subjective, donc tout du long. Ce qui représentait également un défi technique dans le contexte de l'époque et nécessitait un recours encore plus important à l'improvisation et à l'expérimentation. Donc Joffre raconte que le problème qu'ils ont rencontré, c'est que le matériel de l'époque ne permettait pas de filmer, d'utiliser une caméra avec une prise de son qui était suffisamment mobile pour suivre les personnages. Donc, enfin, les actrices, les jeunes filles qu'ils devaient filmer, puisqu'elle était trop lourde. Et donc, Viera a dû renoncer à la caméra à l'épaule et au style de tournage qu'elle avait adopté dans le plafond. Ce qui était un enjeu aussi de la réalisation, et également pour Joffre, parce qu'il devait trouver le moyen d'être mobile tout en portant cette énorme caméra. Autre conséquence de ces conditions de travail ou de tournage spécifiques, c'est que cela a augmenté la durée du travail de post-production, ce qui va devenir également une caractéristique de ces films ultérieurs. Donc, en effet, comme la caméra utilisée n'était pas parfaitement synchronisée avec l'enregistrement du son, la monteuse a dû adapter le son au plan, donc presque image par image, ce qui a décuplé le travail de post-production. Fait assez rare pour l'époque, ces deux moyens-métrages, dont l'un est un film d'études, surtout, l'un est un film d'étudiants, vont sortir dans les salles de cinéma dans un double programme qui s'appelle Un sac de puces au plafond. Donc, ça va être le cas aussi des films de Miloš Forman, donc l'audition, et s'il n'y avait pas ces guinguettes, tout simplement parce qu'il y a un peu une crise de la production, il faut pallier au manque de films, et donc on va proposer ces deux films. Ces deux moyens-métrages comme un programme. Alors, ce qui m'intéressait, c'est que en fait, on voit déjà comment est-ce que même dans la diffusion, on a l'émergence de la figure de l'auteur, puisque Rytilova est présentée sur l'affiche avec ses personnages. Par ailleurs, on sait aussi que ces deux films ont été présentés dans un cabaret à Prague, accompagnés de la lecture de poésie beatnik, ce qui l'inscrit aussi dans un contexte de l'époque, celui donc d'un renouvellement également culturel. Donc ça va être aussi son premier succès diffusé non seulement en Tchécoslovaquie, mais également qui va connaître une distribution internationale.
Pendant ce temps, Rytilova, voilà, elle a fait ses preuves et donc elle va faire ses débuts enfin dans le long métrage professionnel en rejoignant un groupe de production du studio Barrandov qui était géré par deux personnalités, donc Schmida et Ficard. Donc il faut savoir en fait que dans les studios, la production était organisée par ce qu'on appelait les groupes de création, qui étaient donc des groupes qui étaient constitués de deux personnalités qui avaient le rôle de producteurs et qui proposaient en fait des films validés par le dramaturge central, puis validés par le directeur du studio et enfin validés par Československý státní film, qui était donc l'organe de gestion de la production cinématographique. Et le groupe Schmida-Ficard était un groupe qui avait la spécificité de faire la part belle aux jeunes réalisateurs et à autoriser ou encourager même des films totalement différents. Ils ont joué un rôle très important dans la production des films de la nouvelle vague. Donc, on lui propose de tourner un documentaire sur une gymnaste qu'elle doit accompagner jusqu'aux championnats du monde qui ont lieu donc en 1962 en Tchécoslovaquie. Donc c'était un type de film. Il y avait par exemple les films de fiction, les drames, les films pour enfants, et il y avait aussi documentaires sur les sportifs. Ici aussi, elle va complètement bousculer les cadres puisque donc on lui propose un scénario. C'était des documentaires très scénarisés qu'elle va refuser puisqu'elle va considérer qu'en fait le scénario n'est pas un matériau suffisant pour pouvoir tourner un film intéressant. Donc, elle va réécrire le scénario en introduisant un deuxième personnage féminin, donc une jeune femme qui est mariée, qui a un jeune enfant et qui est en fait en prise avec sa vie personnelle et ses aspirations de femme. Donc, il faut préciser que les scénarios de Rytilova, même si elle faisait beaucoup de place à l'improvisation, ces scénarios étaient écrits par elle-même, étaient souvent très décrits, très voilà, travaillés, présentaient une idée claire de ce à quoi chaque scène devrait ressembler, même si effectivement il différait souvent très grandement, non seulement au niveau des dialogues, mais aussi de la mise en scène du film finalement tourné. Donc, j'ai mis un extrait de la note d'intention qu'elle présente avec son scénario donc au studio Barrandov en 1962, où elle justifie l'introduction d'un nouveau personnage. Afin de réaliser un film qui explore la question du sens du sacrifice humain, afin d'admirer l'infatigable combativité humaine, j'ai décidé de confronter deux destins humains. Deux destins qui s'entremêlent librement, sans aucun point commun extérieur. Deux destins qui, à un moment donné, traversent une crise vitale. L'un parce qu'il a tout sacrifié, l'autre parce qu'il n'a rien sacrifié. Donc, on note qu'elle n'emploie pas le mot femme, mais le mot destin humain. Donc, c'est vraiment une réflexion sur deux êtres humains qui sont des femmes. J'essaierai, si j'ai le temps, de revenir un peu sur cette posture. Elle va donc écrire ce scénario. Elle va aussi intégrer dès le scénario des éléments authentiques. Par exemple, dans le scénario, on trouve dialogue-entraînement. Donc, ça veut dire qu'elle s'attend à ce que le dialogue naisse au moment du tournage. Mais aussi, donc, elle va filmer Eva Bosakova, qui est donc la gymnaste, jusqu'au championnat du monde de gymnastique 1962, qui sont en fait les premières scènes qui sont tournées, sans connaître l'issue de cet événement. Donc, cet événement sera ajouté au scénario ultérieurement. Quand on lit le scénario en détail, on voit qu'il y a une scène en particulier qui a disparu, donc qui n'a pas été acceptée par la censure, qui est celle dans laquelle Eva Bosakova demande à subir un avortement, justement en prévision des championnats du monde. Donc, j'ai mis un extrait de la scène. Président, veuillez vous asseoir et dites-nous pourquoi vous voulez vous défaire de l'enfant. Mais je ne veux pas m'en défaire. Est-ce que je veux le garder? J'ai toujours voulu un enfant, mais la Coupe du Monde est dans 4 mois. On s'y prépare depuis presque 2 ans, alors que faire? Donc, c'était une scène qui était censée montrer le sacrifice absolu de la gymnaste à son sport, mais aussi les conflits vécus entre sa vie de sportive et celle de femme. Également, on a pu suggérer qu'elle évoquait un événement intime vécu par le couple Bosakovi à cette époque, puisque d'ailleurs le couple est resté sans enfant. Or, cette scène a disparu du scénario, mais
Ritilova a conservé la scène d'après. Donc, je voulais montrer un extrait si je peux, qui est donc la scène dans laquelle la gymnaste, pardon, s'adresse. Ah, alors j'avais mis s'adresse donc à un journaliste et qui en fait était censé éclairer l'état intérieur dans lequel elle se sentait. Donc je me montre un petit extrait. Il faut que j'arrête le partage, c'est ça Non? D'accord. Alors je laisse comme ça. Akrobatické. Alors, donc, je passe un petit extrait où on voit, voilà, elle répond aux questions du journaliste et je pense que vous allez comprendre comment est-ce que ces deux scènes étaient censées s'éclairer. Gymnastických a baletních prvků. A že jsem skutečně začala poctivě dělat baletní přípravu a chtěla jsem prostě cvičit jiným způsobem. A co byste, Evo, teď jako zasloužila mistryně sportu vzkázala naší mládeži několikrát? Několikrát, no, aby mládež každý den cvičila, aby plnila veškerý trénink, aby ve svém mladém věku získala co nejvíce přebornických titulů, aby si uvědomila, že sport je zdravý, že je z něho radost. Prosím tě, Eva, řekni aspoň pro mě, jak to s tebou vlastně? A co prosím tě? Co chceš ode mě vědět? Vždyť ti to tady říkám půl hodiny. Vždyť to je všecko pravda. A vůbec, uděláme si kafe. Vy budete chtít taky kafe. No, když vás to nebude obtěžovat. Ježiš, já jsem zapomněla. Uděláte mě fotku na dotazník? Pane Bahenský. Uděláte mě fotku na dotazník? No z tohohle to by se asi zrovna moc nehodilo, protože to je reportážní fotografie. To byste spíš potřebovala portrét. Evo, to si pekla sama? Kdo pak to má od maminky? Myslíš, že já umím vařit? Jsem se ještě neměla čas naučit. Ale snad se to taky jednou naučím. Tohle fotografování, to musí být taky zajímavá práce. Ale ano, je. Všem, když to člověk dělá pořád, tak je to taky pěkná otrava. Nebo já vás obdivuju, že u toho vydržíte. To není ono, tohle safru. Víte, ono to není tak jednoduchý, jak to vypadá, nebo jak se zdá. Co já jsem měla zájmu a plánu a všeho jsem musela nechat. Pojď to, Aldo? A dneska dělá špičkový sport, to znamená všeho se vzdát. Podívejte se mi do objektivu. Pojď blíž, Aldo. Na nic nemám čas. Zvedněte trošku oči, tak. A veselej, větší úsměv. Veselej. Jsem už taková unavená. Donc voilà ce qui est resté, c'est simplement quand elle dit qu'elle a tout sacrifié. On l'entendra à une deuxième reprise dans le film. Son mari, à la toute fin du film, lui dit que maintenant qu'elle a arrêté la compétition, elle peut faire ce qu'elle veut. Et donc dans le scénario, il était dit « je peux tout faire sauf ça ». Et donc dans le film final, sauf ça a disparu. Donc c'était un peu ce qui est resté de cet avortement du film. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, au moment des projections test, on a reproché à Ritilova la différence de traitement entre Eva et Viera, donc Viera qui est la deuxième femme du film, en disant qu'en fait Bosakova était beaucoup trop, avait un rôle beaucoup trop survalorisé par rapport à l'autre personnage, notamment que son sens du sacrifice semblait, n'apparaissait pas suffisamment clairement, contrairement à ce qui était exposé dans le scénario. Et Ritilova n'a pas admis que justement une scène
qui évoquait un moment tragique avait été retiré. On peut aussi sentir peut-être là la dimension, je dirais, politique du film dans sa volonté de dépasser une représentation stéréotypée des femmes qui était assez courante dans le cinéma de l'époque, c'est-à-dire qu'on présentait un quotidien des femmes qui était souvent très lisse, sans éléments authentiques, donc qui étaient relatifs à leur vie. Le scénario du film, donc pas le scénario original qui a présidé donc au tournage, qui a précédé le tournage, pardon, mais le scénario du film tourné a été publié. C'est intéressant de voir que il est introduit par une citation de Simone de Beauvoir. Une femme ne peut pas attendre, elle doit absolument se débarrasser du sentiment d'infériorité envers l'homme qu'elle porte en elle depuis l'enfance, et ce uniquement en acquérant son indépendance économique, puis en agissant concrètement, en réussissant et en s'investissant socialement. L'ensemble de chaque femme ayant connu une réussite exceptionnelle libère des milliers d'autres femmes de leurs complexes, leur donne de la force et les pousse à aller de l'avant. Donc, cette citation n'est par ailleurs pas commentée dans le propos introductif de Vera Rytilova dans le film. Enfin, dans le livre, pardon, dans la publication du scénario. Donc ça va être un peu les premières négociations avec la censure que va connaître la réalisatrice et qui vont être de plus en plus nombreuses, voire musclées, si je peux employer ce terme, par la suite. Après quelque chose d'autre, notamment, elle a un projet de film qui s'appelle Raiche Matilda en 1963, où elle souhaite raconter la vie d'une de ses amies, Elga Chochkova, qui était en fait une jeune femme étudiante de la DAMU, l'école de théâtre, où elle n'avait pas pu finir ses études puisqu'elle avait été arrêtée en 1962 pour avoir participé à une manifestation étudiante et envoyée dans ces centres de rééducation, donc à Ostrava, où elle a travaillé en tant que technicienne d'électricité. Helga Chochkova était par ailleurs la voix que l'on entendait dans le film Un sac de puces. Donc, Rytilova développe avec Menzel un projet de film autour de cette personnalité qui était censé montrer justement les vertus de cette rééducation de manière ironique et grotesque. Le personnage donc, de Mathilda dans le film est un personnage qui est complètement libre, qui va annoncer un peu les maris des petites Marguerites. Et provocation supplémentaire, Rytilova, dans sa note d'intention, explique qu'elle souhaite que Helga Chochkova elle-même interprète ce personnage. D'après Łukasz Skupa, les Schmida et Ficard, donc les producteurs, ont plutôt un avis favorable sur le film, donc ils pensent que ça peut justement aider, dans leur développement, que ça pourrait aider des jeunes gens à comprendre voilà, les vertus socialistes. Mais le projet est lancé, il fait partie des projets phares du groupe de production avant de s'interrompre brutalement en mars 1965, où la direction du cinéma explique simplement qu'une haute autorité a douté du caractère, du caractère approprié, de la possibilité de traiter de manière appropriée un tel sujet. Et donc, le film ne va pas voir le jour. Il faut savoir qu'à la même époque, on a aussi des films critiqués, notamment ceux qui sont censés représenter une fausse image du passé et du présent socialiste, comme le film d'Eva Waldschorm, Du courage pour chaque jour, donc qui aurait pu aussi expliquer pourquoi ce film n'a pas pu être tourné. En 1965, nouveau projet que nous connaissons bien, c'est celui des Petites Marguerites, qui est un film d'abord coécrit avec Pavel Horáček et entendu comme un portrait de la jeunesse décadente, inspiré des souvenirs de Rytilova dans un internat de jeunes filles lorsqu'elle était adolescente. Elle réécrit finalement l'intégralité du scénario lorsque Schmida et Ficard lui suggèrent de travailler avec Esther Kumbarova, qui est donc Esther Kumbarova, qui était une costumière, chef décoratrice, qui venait de collaborer justement avec Yann Niemetz sur La Fête et les invités, et donc dont on trouvait le regard particulièrement pertinent pour travailler avec Viera. Esther va insuffler une dimension philosophique au film qui va devenir une réflexion sur la destruction et le nihilisme qu'elle considère comme le poison de la société contemporaine. Alors, je ne peux pas résister à vous lire la présentation du film dans le plan de production de 1965. Donc, pour ceux qui ont vu Les Petites Marguerites notamment.
Une histoire comique sur deux jeunes filles qui ont bâti une existence confortable sur le complexe de Don Juan. Leurs aventures sont un miroir déformé révélant le ridicule de la vanité masculine. Cependant, le film souhaite surtout analyser la vie vide d'une certaine partie des jeunes filles errant en cercle fermé et cherchant vainement un sens à la vie, là où il ne peut être trouvé que dans le monde hypocrite et artificiel des aventures superficielles. La seule issue vers l'homme idéal que les jeunes filles décident de rechercher se révèle alors dans une conclusion paradoxale. Les gens justes et honnêtes existent bel et bien, mais bien au-delà des limites de leur environnement naïf et égocentrique. Il ne leur reste donc plus qu'à franchir la ligne. Donc évidemment, ça semble un peu loin du film que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'était au moment de l'une des écritures du script. En fait, il y en a eu plusieurs. Par ailleurs, donc je ne savais pas trop où la mettre, mais j'ai voulu mettre un extrait du scénario ici qu'on peut consulter aux Archives nationales du film, qui est en fait un scénario qui a été utilisé, alors je ne sais pas si c'est par Teresa Kucherova, mais par un enfant comme un cahier de coloriage. Donc c'est une expérience assez intéressante de le lire. Le scénario est problématique, évidemment. Il est soutenu par Ficard et Schmida, mais aussi par ce qu'on appelle donc, les membres du conseil idéologique. C'est que chaque groupe de création avait son propre conseil idéologique qui lisait les scénarios pour donc donner un avis favorable ou défavorable pour leur production. Alors c'est intéressant de voir que justement pour ce film problématique, on a eu plusieurs soutiens de la part des membres du conseil idéologique. Donc, par exemple, Jiří Poček sur Sedmikraski. Il dit donc il ne s'agit pas de l'histoire de deux jeunes filles menant une vie superficielle, mais d'une métaphore de cette vie superficielle et des mécanismes et automatismes psychologiques et sociaux qui y conduisent et la confirment. Donc voilà, avis plutôt favorable, mais il existe un danger, et là c'est là que c'est intéressant, c'est que le danger n'est pas idéologique, mais le danger c'est le danger de la sécheresse, voire de l'ennui, c'est-à-dire que finalement le film ne trouverait pas une forme pour montrer ce qu'il souhaite montrer. Le deuxième point que je tiens à souligner, les petites marguerites, une fois de plus, ne dépassent pas la dimension interne du sketch. Encore une fois, il ne s'agit que d'une esquisse, une étude, mais pas encore d'un film pleinement conçu. Donc, ils encouragent à réécrire, pas vraiment dans une dimension idéologique dépassée, mais plutôt à réécrire le film pour qu'il soit plus abouti. Deuxième avis que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de Miloš Fiala qui dit que j'ai lu le scénario avec un immense intérêt et un immense plaisir de lecture. Ma première impression à la lecture a été marquée par le plaisir. J'ai joué avec les maris, je me suis amusée à leurs dépens. Outre le genre comique grotesque spécifique, je considère que l'atout du scénario réside dans ses dialogues vivants et dans la précision des détails de vie qui, sans être pesants, renforcent l'essence du genre. Du point de vue de la réalisation, il s'agira de veiller à ce que les deux maris ne deviennent pas sympathiques à cause de leur folie, que l'envers du décor de leurs conditions de parasites transparaisse clairement et que la conclusion soit tout aussi claire avec cette imitation de correction qui a une touche grotesque dans le scénario. En résumé, car je n'ai pas de commentaire particulier sur le scénario, je le trouve très intéressant et susceptible de servir de base à un film exceptionnellement original qui enrichira notre cinématographie en termes de genre. J'apprécie le scénario et son idée de base que je trouve opportune et nécessaire. Alors, évidemment, son de cloche complètement différent de la part de la direction du cinéma tchécoslovaque, notamment de son directeur Alois Poleniak, qui était donc le directeur, celui qui avait un peu l'avis final sur les films qui pouvaient être produits et qui s'inquiète fortement qu'un film qu'il considère avec un niveau très bas puisse être réalisé. Donc, il écrit pour cela directement et personnellement au directeur du studio le 1er juillet 1965, donc dans une lettre où il dit, voilà, à mon avis, le scénario est d'un niveau très bas si je ne peux pas le qualifier de primitif. Les deux personnages sont construits de manière trop programmatique et même si je prends en compte le fait que des modifications techniques seront sans doute apportées au scénario, je crains sérieusement que ces faiblesses majeures ne soient pas corrigées. J'estime donc nécessaire que le groupe, en collaboration avec les auteurs, si ce film doit être réalisé, accorde une grande attention à la poursuite du travail sur le scénario et qu'il ne soit absolument pas diffusé, en production plutôt, jusqu'à ce qu'il représente un matériel artistique de très haute qualité. Donc, ce qui m'a particulièrement intéressé dans les archives, c'est qu'on trouve le 27 juillet 1965 une réponse de Rytilova elle-même à Poleniak, où elle justifie, elle défend son scénario
et le travail de ses collaborateurs qui sont donc, j'ai oublié de le préciser, mais Esther Kumbarova et Yaroslav Kuchera, son chef opérateur, qui est également co-auteur du scénario technique. Donc, elle défend son film. Je suis parfaitement consciente des erreurs de ce scénario littéraire et je m'efforce de les éviter dans le scénario technique en collaboration avec les autres co-auteurs. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous assurer qu'aucun d'entre nous n'a le désir ni l'intérêt de traiter une histoire superficielle et délicate. Ce n'est pas une histoire réaliste, c'est un film de sens et de plus c'est un film grotesque. La mise en scène classique des personnages et leur développement dramatique sont ici remplacés par leur expression directe par le biais de l'image, de leur composition. Ces éléments reposent sur de nombreuses possibilités inédites pour construire un film géant, donc un film, voilà, la maîtrise de la caméra, leur utilisation directe au sens propre du terme. Elle poursuit. Deuxièmement, cela signifie que la composante artistique et psychologique de ce film sera exceptionnellement forte. Les personnages passeront par ces moyens, seront imprégnés et exprimés par eux. Nous souhaitons faire un pas dans la recherche de moyens d'expression réels et véritablement uniques pour le film. Et elle conclut, cette jeunesse a besoin de cette critique, à notre avis, et critiquer la destruction n'est pas destructeur. Donc c'est vraiment une défense de son scénario, donc je ne commande pas en détail, mais vous comprenez bien où elle veut en venir. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir que finalement, un dialogue était possible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une décision qui venait d'en haut, qui décidait de ne pas tourner les films, mais au contraire, je reprendrai l'expression de Łukasz Skupa lorsqu'il dit que le contrôle de la production cinématographique, la censure, est en fait une relation entre les cinéastes, les acteurs du film et ceux qui étaient censés les contrôler. Donc une négociation était possible. Et finalement, le film va pouvoir être tourné dans une nouvelle version du scénario révisé. Il va même être considéré donc, par un membre donc, du conseil idéologique du Parti communiste Uwe Koschütze. Donc, il va dire, Pavel Hausberg va écrire à Polignac en disant que la première version du scénario des Petites Marguerites était inacceptable, mais nous prenons note que suite à vos recommandations, le scénario a été retravaillé de manière à ce qu'il sonne comme une critique du vide et du néant, considérant que la nouvelle version est une œuvre engagée, exempte de tout défaut idéologique majeur. Nous avons donné notre accord pour la production. Donc, ce qui est, voilà, je vous laisse lire l'article de Skupa sur les différentes versions du scénario qui sont très intéressantes et sur la manière dont finalement les auteurs ont réussi à faire transparaître cette critique du vide et du néant à travers notamment les dialogues et les indications de mise en scène. Ce qui est intéressant, bon, c'est qu'il y a une scène qui disparaît, je ne développe pas trop, mais qui est une scène qui évoque une situation de proxénétisme, qui est en fait la seule scène du premier scénario écrit avec Pavel Juracek qui avait été conservé. Mais ce film, donc une fois que la production est lancée, représente un certain nombre de défis, puisque, comme les auteurs l'ont annoncé dans leur note d'intention, c'est un film qui repose sur une expérimentation technique constante, et notamment au moment du tournage. Donc il faut complètement repenser aussi l'économie de production des films, notamment prévoir des essais qui sont beaucoup plus longs que dans le cas du tournage de films traditionnels, et donc rester dans le cadre budgétaire qui leur est alloué. Et ça, c'est aussi un autre élément que j'ai trouvé dans les archives et que je trouve particulièrement intéressant. Donc, notamment, la manière dont... voilà, alors là, j'ai mis des chiffres, bon, c'est un petit peu... C'est pas très clair, mais j'ai voulu comparer, ce sont des grands tableaux techniques qui présentent les coûts moyens des films sur l'année pour voir si le groupe reste dans le budget qui lui a été alloué. Donc, on voit, donc j'ai mis l'exemple de plusieurs films, donc des Petites Marguerites, de Train étroitement surveillé, de Carrosse pour Vienne, Qui veut tuer Jessie, c'est un film de science-fiction, et enfin Transit Carlsbad, c'est un film détective, un film policier, une sorte de film policier un peu stylisé. Donc, je voulais montrer, voilà, par exemple, que le film de Sedmichlaski n'est pas un film qui dépasse véritablement le matériel utilisé. On voit, à part que le Carrosse pour Vienne est un film qui est particulièrement en dessous de métrage moyen utilisé, mais pour des raisons de circonstances, c'est que c'est un film qui est tourné intégralement en extérieur avec très peu d'essais. Mais donc, on voit que
finalement, même si les essais proposés par Kuchera, enfin Kuchera, le chef opérateur, sont un petit peu plus importants que la moyenne, finalement, en termes de métrage, on reste dans une norme, enfin voilà, dans quelque chose qui n'est pas extravagant. En revanche, donc, les jours de tournage au total sont beaucoup plus, enfin sont également dans la norme. Néanmoins, on voit que l'équipe tourne davantage en studio, donc c'est intéressant de voir que finalement, tandis qu'au début, la Nouvelle Vague a tenté de faire, enfin de déplacer le tournage en extérieur, ici, Vera Rytilova, elle va retourner dans le studio justement pour explorer des nouvelles possibilités formelles. Donc, encore une fois, Carros pour Vienne, c'est un film de Karel Carigna, qui est un cinéaste d'une précédente génération et qui, lui, fait le choix justement de tourner intégralement en extérieur. Qui veut tuer Jessie est très en studio puisque c'est un film de science-fiction qui demande des décors particuliers. Donc plus intéressant pour moi, c'est la question du budget moyen du film, où on voit que là, effectivement, ils explosent le budget laboratoire, puisque c'est finalement là que va naître le film, dans ce qui va se passer dans le laboratoire, dans toutes les manipulations qui vont avoir lieu. Donc, mais au fond, quand on regarde ensuite le coût du matériel en milliers de couronnes, on voit qu'encore une fois, ils reviennent dans un budget raisonnable. Donc en fait, ils ont réussi, en un sens, ils se sont intégrés à cette économie de production en déplaçant en fait les coûts, en compensant le coût de l'expérimentation formelle du laboratoire, en réduisant d'autres budgets, notamment la question des acteurs, puisque ce sont seulement des acteurs non professionnels qui tournent dans le film, mais également donc, en réduisant certains coûts comme ceux de la musique, par exemple, qui est beaucoup moins important que si on regarde Transit Carlsbad. Donc, c'était vraiment en fait une sorte d'équilibre permanent à trouver pour rentrer dans cette économie. Donc, je voulais simplement dire ça pour montrer qu'en fait, elle s'intégrait parfaitement dans l'économie du cinéma tchécoslovaque de cette époque et qu'elle aurait très bien pu continuer à le faire par la suite si ce n'avait pas été pour des questions politiques. Le film, en effet, Sedmicravsky, était très violemment critiqué, notamment par le Parti communiste. Il a été désigné au Parlement par le député Yaroslav Prujinets, donc Rytilova commande. Je ne savais même pas qu'il y avait un Parlement, mais on y débattait de mon film, où il demande donc au réalisateur, ces deux films qui sont attaqués, c'est La Fête et les Invités et Les Petites Marguerites, où donc il attaque les réalisateurs, il les considère comme une racaille qui vient détourner les travailleurs honnêtes de leur de leur mission. Donc je cite, nous demandons aux réalisateurs Niemetz et Rytilova quelles leçons de travail, de politique et de divertissement ces racailles apporteront à nos travailleurs dans les usines, les champs, les chantiers et autres lieux de travail. Nous combattons tous ces travailleurs culturels depuis cet endroit. Jusqu'à quand allez-vous continuer à rendre la vie misérable à tous les travailleurs honnêtes? Jusqu'à quand allez-vous continuer à piétiner les commodités socialistes? Donc, nous vous demandons pourquoi vous pensez que nous avons un garde-frontière qui accomplit une mission de combat difficile pour empêcher les ennemis de nous atteindre, alors que nous, camarades ministres de la Défense nationale et des Finances, versons l'argent à des ennemis intérieurs. Donc, c'est une critique qui est extrêmement virulente. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, en fait, ce qui est attaqué dans le film de Rytilova, c'est la destruction de la nourriture qui est considérée comme une atteinte profonde, notamment aux travailleurs du secteur de l'agriculture, tandis que dans La Fête et les Invités, nous avons au contraire un banquet sans nourriture. Donc c'est voilà deux éléments assez contradictoires. Et le ministre de conclure, quel genre de démocratie introduisez-vous? C'est une attaque violente. Elle aurait pu aussi. Il est décidé à ce moment-là, par exemple, que Kumbarova ne fera plus de films pendant 10 ans parce qu'elle introduit dans les films une philosophie qui est contraire à la doctrine du parti. Rytilova a son film sauvé parce qu'il a déjà été programmé lors de la semaine des films tchécoslovaques à New York, donc il a déjà été vendu pour des diffusions. Il était prévu que se rendent dans cette semaine des personnalités importantes comme Amos Vogel, qui étaient susceptibles d'encourager l'importation des films et donc évidemment d'apporter de nouvelles liquidités en dollars donc pour les
les personnalités, enfin, pour le gouvernement. Rytilova s'y est rendue avec Kuchera, elle a rencontré Andy Warhol à cette occasion, et c'est un peu là-dessus que je voulais conclure, c'est-à-dire finalement, même si cette carrière, son travail s'inscrit dans ce contexte national, mais à cette époque même, elle est en dialogue avec les autres artisans de ces nouvelles formes cinématographiques des années 60. Et notamment, elle se souvient d'un échange avec Warhol à cette occasion où il s'était étonné que Rytilova ait pu filmer Les Petites Marguerites dans des conditions de production professionnelle. C'est-à-dire, il pensait que pour lui, un film comme ça ne pouvait être réalisé qu'à titre expérimental, c'est-à-dire en toute liberté, sans budget, sans planification, sans plan de travail. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant de voir comment est-ce qu'elle a pu introduire des conditions de tournage expérimentales dans une cinématographie qui pourtant était extrêmement normée. Donc, cependant, après Les Petites Marguerites, elle va avoir un rétrécissement de ses possibilités. Les Fruits du Paradis sera son dernier film avant le couperet final où elle va être interdite de travail pendant 6 ans. Donc, ses projets vont être systématiquement refusés et elle va commencer à faire des publicités pour la télévision. Donc, pourquoi est-ce qu'elle a été de cette manière écartée? Donc, c'était une sorte de punition, évidemment, pour ces films, notamment Les Petites Marguerites, qui étaient considérés comme le pire de la cinématographie des années 60. Aussi parce que elle avait une personnalité considérée comme trop ingérable et que, évidemment, donc son style ne correspondait plus à ce qui était attendu. Elle évoque aussi la possibilité d'une sorte de punition puisque son frère avait émigré en Australie juste après l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie. Donc, elle va revenir à la réalisation, mais avec des films qui sont beaucoup moins flamboyants, mais qui ont quand même, qui apportent un regard, donc un regard très différent dans le cinéma de la normalisation. Mais c'est paradoxalement en fait avec la fin du système socialiste que sa carrière va se ralentir davantage. Comme le souligne l'historien du cinéma Peter Hames, il est difficile d'imaginer Rytilova travaillant dans un système complètement commercial. Et en fait, c'est lorsque la protection de la protection de l'industrie nationalisée s'est arrêtée que elle va avoir le plus de difficultés à faire ces films. J'ai beaucoup parlé, je voulais juste terminer en lui cédant la parole. Donc, juste pour quelques mots où elle évoque quelque chose que je n'ai pas pu aborder, qui était en fait finalement la réception de ses œuvres. Et j'ai beaucoup de plaisir par ailleurs à l'écouter parce qu'elle a une manière de parler très spécifique, notamment sa prononciation des R tchèques, que je vous laisse apprécier. Donc, elle parle en fait dans cet extrait de la diffusion des Fruits du Paradis à Cannes et sa déception que ce film ait été si peu. Jsem měla třeba takovou Janžulovou na zkouškách různý lidi, ale to bylo najednou tak strašně jako realistický, rozumíte, tak jako se to zdálo až vulgární, najednou ten realismus do toho. Jo, když děláte ten vyšívaný koberec, to bylo v tom písku, v tom něčem už abstraktním, aby jsme se dostali na tu rovinu toho přemýšlení si o věcech. Přijdeš. Přijdu. Poznáš ten kámen? Poznám. Nechtěla bys toho už nechat? Nechtěla. Mohl bych s vámi mluvit, Roberte? Nemohl. Robert má schůzku. Myslím, že měla pravdu, když říkala, že jste vrah. Ještě ten Liška tomu dodal tou hudbou, že to opravdu jako sledoval s tou hudbou kongeniálně, ale on byl vášnivec,
jako hudební, ale měl doma ten přístroj a všecko, vzal si to domů a doma to mohl realizovat a my jsme mu neprozřetelně na ukázku dali ještě nesestříhaný ten úvod, jo. A on to kompletně zkomponoval do toho a my jsme mu už vlastně do toho se ani neodvážili sáhnout. Nechali jsme to, proto on má převáženou tu expozici. Jo, to biblickou. Tam si vyhrál s těma experimentama Kučery, který si tam dělal tu expozici jako toho prolínání všech těch jako prvků a toho Bošovského, tam toho obrazu těch milenců, kteří se chtějí přiblížit a zase se vzdalují, ohlížejí se po jiných a tak dále. No, bylo to zašifrované hodně a když jsem s tím byla, ona ta Ricky je prosadila, že to dostala do Cannes, ten film a vlastně tam to nepochopili oni tam novináři, co se stalo s Chytilovou, takový, no. To se jim nedalo ani říkat, vysvětlovat. Když on je tam potom na konci a ona ho zastřelí, vyměňují si tam ty revolvery a ona ho nakonec zabije. Přesto tak je to vlastně mapa republiky. To si nikdo asi nevšiml. Je to úplně tam všechno. Tak to brali jako takový lartismus, jako umění pro umění. Taky jako takový to ocenili potom v Americe. Ano, já vím. Poprvé v životě někomu věřím. Ty bys mě mohl zabít. Je to pravda. Tobě nemusím lhát. Ach ne. Přišel nový ředitel, myslím, že to byl Fabera, a já jsem tam ale nešla. A pak jsem do... Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Celui-là, ça marche. Bon, merci pour cette intervention tout à fait passionnante. Je donne aussitôt la parole aux personnes qui veulent poser des questions. J'en pose une inaugurale. Vous êtes parti de l'individu, comme vous avez dit au début. Du coup, me manque un peu, pour ma part, des éléments de contexte. C'est-à-dire, par exemple, bon, là, tout à la fin, finalement, vous avez évoqué l'intervention des troupes du pacte de Varsovie, qui évidemment change la nature du Parti communiste tchèque lui-même. Donc, quand le ministre intervient à l'endroit des Petites Marguerites, on est avant. Oui. Donc, c'est à l'époque de Dubček. Non. Ah, voilà. Donc, oui, ouais, il y a quand même quelques éléments à connaître. Parce qu'on n'est plus dans le printemps de Prague. Avant le printemps de Prague, c'est justement en 67. Donc, ah, d'accord. Dubček, il est resté que quelques mois finalement. Oui, c'est juste, c'est juste. L'abolition de la censure. Mais ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les documents, on constate qu'en fait, dès 1965, alors paradoxalement, il y a une ouverture sociale un peu, voilà. Mais dans les studios, au contraire, dès 1965, il commence à y avoir des difficultés supplémentaires dans le contrôle de la production cinématographique, avec des interventions de plus en plus présentes, notamment de Poledniak. Ah, d'accord. Mais est-ce que, par exemple, il y a une doctrine qui était dictée à l'endroit de ce que doit être le cinéma et quelle variation y a-t-il? Enfin, oui, ce genre de... Et puis... de manière concomitante, mais pas tout à fait, mais quand vous avez montré vos tableaux, il y avait divers titres, donc des films qu'on ne connaissait pas, à part Les Petites Marguerites, il faut bien le dire, science-fiction, polar, etc. Quel est le tableau des
des succès commerciaux de ces films respectifs. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont l'air d'être complètement dénués de valeurs idéologiques. C'est des films de divertissement. Enfin, donc, ça nous manque. Parce qu'évidemment, ce qu'on a vu arriver ici, c'était les films de ces cinéastes, que vous les avez cités, j'en avais cité aussi, qui étaient le dessus du panier, en quelque sorte. Et donc, il y a toute une production par ailleurs. De quelle ampleur est-elle et quel genre pratique-t-il? Enfin, oui, enfin, c'est un peu ces aspects-là si vous pouvez donner des détails. Je vais essayer de répondre de manière synthétique. Alors, effectivement, la production est orientée notamment après 1948 de manière très dirigiste, tout à fait, jusqu'au milieu des années 50 où il y a un assouplissement parce que en fait, c'est tellement contrôlé qu'il n'y a plus de films. Donc, en 1952, je crois qu'il y a seulement 6 films qui sont réalisés et ça ne suffit pas à alimenter les écrans. Et par ailleurs, ce sont des films que les spectateurs ne vont pas voir parce que ce sont des films qui se déroulent dans des usines et voilà. Ça n'intéresse pas les spectateurs. Donc, on a un assouplissement. Oui, mais enfin, souvent, c'est-à-dire que c'est pour montrer. Tout va bien, par exemple, de Voilà, Godard. à des gens qui eux-mêmes travaillent dans les usines toute la journée. Ils ne veulent pas revoir leur quotidien sur les écrans. Et à partir du milieu des années 50, il y a un assouplissement progressif et c'est là qu'on voit émerger justement les films de Brynir ou de Yasny, qui sont des films qui vont proposer un peu d'autres images, mais tout en étant globalement assez contrôlés. Dans les années 60, en revanche, c'est vraiment le moment où on va commencer à faire des films en laissant les groupes de création faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment une rupture dans le système de production. Comme je l'ai dit, ils vont d'ailleurs être dotés de leur propre conseil idéologique, ce qui permet d'être beaucoup plus libre dans certains aspects. En revanche, oui, effectivement, il y a une production parallèle, donc qui est une production de divertissement. Alors, je ne peux pas dire à 100% si ce sont des films qui sont dénués de caractère idéologique, parce qu'à mon avis, ce sont des films qui proposent des réflexions sur la société, mais qui le font de manière légère. Par exemple, Qui veut tuer Jessie, donc ce film de science-fiction qui est disponible en France. C'est un film dans lequel il y a une machine qui analyse les rêves, et donc les personnages se demandent finalement qu'est-ce qui peut se passer si des personnes externes sont capables d'analyser les rêves, d'avoir accès finalement à quelque chose qui est censé être très privé. Ce sont des films populaires qui ont beaucoup de succès, contrairement aux films que nous connaissons ici et qui sont très peu diffusés. On sait par exemple que Les Petites Marguerites a été diffusé, il n'a pas été interdit, c'est un film qui est autorisé, mais on sait que par exemple les préfets avaient une sorte d'autorité pour accepter de la diffusion des films ou pas. Et notamment dans la région, en Bohème, le préfet ne voulait pas du tout de ce film, donc le film a très peu été diffusé. Il est sorti dans quelques cinémas, voilà, dans des ciné-clubs notamment. Contrairement à d'autres films, par exemple les films de Forman étaient très appréciés par le public, parce que c'est des comédies aussi. Mais je dirais, et c'est ce que j'essaye d'explorer un peu dans ma thèse, que en fait, ces deux productions ne sont pas parallèles, mais en dialogue, puisque dans ces films de divertissement, comme on les appelle, on retrouve des formes qui sont aussi dans les films des auteurs de la nouvelle vague. Donc, par exemple, notamment toutes les expérimentations formelles, l'usage de filtres est très présent dans cette production de divertissement. Et donc, le ministre stigmatise le film en plein Parlement, dit que les auteurs sont des canailles, mais néanmoins, le film n'est pas interdit. Non, non. Non, parce qu'à la même époque, la religieuse de Rivette est stigmatisée par M. Perfit, ministre de l'Information, et le film est interdit. Non. En France. Donc. Effectivement, le film n'est pas interdit, mais encore une fois, son contexte de diffusion est très restreint. Et par ailleurs, il faut quand même dire qu'elle a reçu, avec Niemetz aussi, elle a reçu aussi le soutien de personnalités du milieu du cinéma, notamment la revue Literarni Novini, qui est la revue dans laquelle écrit Antonin Lim, défend les films en disant que c'est ça le renouveau de la production tchécoslovaque. Donc c'est là peut-être aussi qu'on peut voir le point de rupture qui sera celui du printemps de Prague, c'est-à-dire qu'on a des intellectuels qui sont
qui adhèrent en fait au parti, mais qui ne veulent pas rentrer dans ce dogmatisme et qui au contraire pensent que c'est la diversité, c'est la confrontation des points de vue qui permettra de sortir le pays de ce marasme Oui, c'est-à-dire qu'il propose une forme de socialisme qui ne réformiste. soit pas sur le modèle soviétique. Voilà. Parce que le film, il est exporté et il va incarner la Tchécoslovaquie dans le monde. Oui, tout à fait. Même si en fait l'exportation s'interrompt dans les années 70, mais donc ce que j'ai appris aussi récemment, c'est qu'en fait beaucoup de copies n'avaient jamais été renvoyées du film, et c'est comme ça que le film a continué de tourner dans des ciné-clubs. Voilà. Exactement. Oui. Oui. Non. Oui, et tout à fait. Alors, donc, j'ai pas pu le montrer, mais il y a un échange de lettres, par exemple, où on demande l'interruption de l'exportation des petites marguerites. Et en fait, c'est une personne qui représente le ministère de l'économie qui répond en disant « Je déconseille fortement de faire ça parce que les droits ont déjà été payés, donc on va pas renvoyer les dollars. » Oui, 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 absolument. Je voulais te demander s'il y avait un discours qui était porté par l'État par rapport à l'activité à l'étranger de ce film, au-delà de la TC, etc. Et puis, si là, les actrices, elles n'ont jamais eu de propos, de déclarations au fil du temps, quand elle était en activité, par rapport justement à sa relation avec ce système que d'un côté, il me semble, la liberté a laissé s'exprimer plus que ce qu'elle aurait pu faire dans un contexte différent. Et quand ça aussi bloqué ensuite privé, je me demandais s'il y a jamais eu un discours plus ou moins officiel. Merci pour cette question. En fait, c'est vrai que je dirais que justement, la Tchécoslovaquie a des discours très ambivalents par rapport à ces films. C'est-à-dire qu'ils sont promus, ils sont aussi dans le cœur des années 60 considérés comme vraiment le renouveau du cinéma. Il y a une vraie promotion de ces films, mais dans la seconde partie de la décennie, on sent une certaine réticence. Alors, ils sont encouragés, les cinéastes sont envoyés à l'étranger. C'est quand même... Donc, ils écrivent des rapports, j'ai oublié de le dire, mais ils participent eux-mêmes finalement à ce système puisqu'ils écrivent des rapports sur ce qu'ils font, qui le rencontrent, mais ils sont envoyés à l'étranger, ce qui est, notamment aux États-Unis, ce qui est quand même quelque chose à cette époque, en pleine guerre froide, qui n'est pas anodin. Mais par exemple, on trouve tout un échange de courriers à propos du festival de Venise où le directeur du festival de Venise veut les petites marguerites et on essaie de lui dire que non, le film n'est pas prêt. Donc, c'est un peu musclé parce que je crois qu'il y avait quand même une réticence à exporter le film et surtout si le film gagnait des prix, puisque quand un artiste national comme ça gagnait un prix, il devait aussi avoir la reconnaissance du gouvernement pour ce qu'il avait fait. Ça pouvait aussi être des reconnaissances financières et donc là, ça voulait dire accepter que le film était parfaitement adéquat. Donc, il y a une certaine ambivalence à ce niveau. Dans les années 70, au cœur de la normalisation, là, Ritilova va vraiment disparaître des radars et des discours. On va faire comme si voilà, elle n'est pas disponible, c'est elle qui ne tourne pas de film. On va complètement passer sous silence le fait que, en fait, on ne la laisse pas travailler. Et quant à elle, par rapport à ce système, donc, elle dit, par exemple, qu'elle était tout à fait contre le coup d'État de 1948. Bon, elle l'a dit après, bien sûr, dans les années 90. Donc, dans ce livre que j'évoquais, elle dit notamment je déteste les parades, je les détesterai toujours. Donc, elle était assez virulente à ce niveau, mais je ne crois pas qu'elle est. Alors, je ne connais pas, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de Ritilova elle-même, mais je ne crois pas qu'elle ait émis de critique très directe de ce système, même si je dois dire qu'elle avait un franc-parler assez courageux, puisque justement, au moment où elle est interdite de tourner, dans les années 70,
elle écrit directement une lettre au directeur du studio parce que c'était quand même un peu spécial. Elle était employée du studio, elle recevait un salaire tous les mois, elle travaillait sur des projets qui étaient systématiquement mis à la poubelle, elle venait tous les jours et on ne pouvait pas travailler, donc c'était un peu spécial. Et donc dans les années 70, elle dit, voilà, puisque je ne peux pas tourner, puisque apparemment je suis la représentante d'un art qui viendrait de l'Ouest et des pays ennemis, eh bien licenciez-moi, enfin elle demande à être licenciée du studio. C'est quand même assez... je crois que Scupa dit que c'est la seule lettre qu'on connaît qui dit ça. Voilà, c'est très, très... Et finalement, elle n'est même pas licenciée parce que, en fait, on se rend compte qu'elle pourrait aussi... Enfin, elle a d'autres choses à dire. Et donc, voilà, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que je n'ai pas tous les éléments à ma disposition. Mais je peux dire aussi qu'elle était très critique vis-à-vis du système de production capitaliste. Et elle a souvent reproché ça, d'ailleurs, à Barrandov post-90. Elle disait, avec les communistes, on ne pouvait pas dire ce qu'on pouvait dire, mais on pouvait quand même dire quelque chose, alors que là, si on n'a pas l'argent, si on ne fait pas assez d'entrées, on ne peut même pas faire des films. Donc, elle était très amère par rapport à ça. D'autres questions? Genre, faut que tu t'avances parce que... Non, attends, il y en a. Voilà. On a un matériel fixe. Non, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque sur le fait que l'on a une cinématographie qui est d'une richesse extraordinaire. Il y a au moins un nom qui n'a pas été cité, c'est Ivan Passer. Éclairage intime est un film sublime, est une liberté de ton auquel on n'est pas habitué, même en Occident. Les premiers films de Foreman, et alors, curieusement, ce sont deux cinéastes qui vont ensuite partir aux États-Unis et qui vont tourner régulièrement aux États-Unis, aussi bien Passer que Foreman, d'autres encore. Donc, le cas de Kitilova est un cas emblématique à la fois en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste qui réussit à imposer ses manières de voir et ses manières de faire, quoi. Donc, on a un moment un peu unique dans la connaissance de cette cinématographie. Oui, d'ailleurs, je veux dire, c'est que c'est là que l'histoire personnelle intervient parce que finalement, Passer et Forman, ils partent ensemble parce qu'ils sont amis d'enfance et c'est ça qui est très beau, c'est de voir les liens qui se poursuivent dans l'exil. Et puis, Ritilova, en fait, elle a eu la possibilité de s'exiler, donc c'était avant 68, on lui a proposé de venir à Paris. Et c'était un studio, alors maintenant je ne me rappelais plus lequel c'était, mais qui avait proposé de s'installer définitivement à Paris. Et finalement, elle a refusé parce que elle considérait qu'elle ne parlait pas assez la langue et voilà, elle n'a pas voulu. Enfin, il faut dire aussi qu'elle était mariée, donc je ne l'ai pas dit, mais elle était l'épouse de Jaroslav Kuchera, donc le chef opérateur, qui travaillait beaucoup par ailleurs. Donc c'était un choix qu'elle n'a pas souhaité faire. Alors, merci beaucoup encore pour votre intervention. J'ai été interpellée par un détail qui n'est pas un détail pour moi du tout. Je suis spécialiste du cinéma plutôt soviétique. Donc, elle fournit un scénario qui est approuvé et elle en tourne un autre. Alors, voilà bien quelque chose qui est dans le système soviétique impossible. Alors ça c'est pas possible puisque à chaque étape, donc voilà, donc ma question elle porte là-dessus, comment ça se passe? Les rushs, ça signifie que les rushs ne sont pas visionnés avant une présentation sur double bande ou je sais pas comment ça marche. Est-ce que vous pouvez développer ce... Oui, enfin voilà. Ça, c'était quand même un détail, c'était un cas particulier qui était Le Plafond, qui était son film de fin d'études. Donc en fait, c'est là que le scénario était complètement différent. Et ça a été très mal vu parce que František Daniel, il était très énervé de voir qu'en fait, on outrepassait son autorité. Et en fait, Ritilova, là, elle est soutenue par Otakar Vavra, qui est donc le responsable des études, qui trouve que c'est tellement ce qu'il voudrait faire. Enfin, je le dis de manière un peu... Mais c'est ça, parce qu'après, il va faire des films dans ce style-là. Et donc, à ce moment-là, il la soutient et en fait, elle peut passer son diplôme de fin d'études, même si elle n'a pas répondu à l'exercice
demandé, et d'ailleurs c'est le seul film de fin d'études de cette époque-là qui va être distribué de manière commerciale par la suite. Alors, dans les films suivants, c'est pas exactement vrai de dire qu'elle tourne un autre scénario. Donc dans les films qui sont tournés à Barrandov, elle tourne quand même, elle suit la ligne de son scénario. Par contre, là où elle s'autorise des libertés, c'est que dans le scénario, elle écrit voilà, dialogue sur le tournage. Donc elle prévoit déjà cette part d'expérimentation. C'est difficile d'étudier les cas de contrôle parce qu'évidemment, on a toujours les copies finales, c'est celles qui sont conservées, on n'a pas les rushs, donc on ne sait pas exactement s'il y a des choses qui ont été coupées ou pas. C'est toujours un peu énigmatique. Mais quelque chose qui l'a beaucoup aidé, c'est que effectivement, dans les années 60, il y a cet assouplissement du contrôle, tout simplement parce que le contrôle était auparavant tellement présent. Comme vous dites, ce contrôle permanent des rushs, etc., chaque étape est validée, qu'il fallait des fois 2 ans pour faire un film. Et en fait, pour un pays comme la Tchécoslovaquie, ça ralentissait trop le rythme de la production. Et donc, on va laisser certaines étapes, notamment la question de la validation de certains du scénario technique, sauf s'il y a problème, mais ça va être le directeur du studio qui va pouvoir le faire. S'il y a problème, on va le déplacer au niveau du film tchécoslovaque d'État, voire le faire valider par le conseil idéologique du parti communiste. Mais pour certains films moins problématiques, on n'a pas ça. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que finalement, les membres de ce conseil idéologique sont des artistes, des journalistes, des réalisateurs, et certains encouragent ça parce qu'ils pensent que c'est ce cinéma-là qui va permettre à l'étranger d'être reconnu. Donc, enfin, je pense que c'est peut-être ça la différence, c'est que, encore une fois, la Tchécoslovaquie est un petit pays avec un soft power très limité, et donc c'est le cinéma qui va la faire connaître en tant que pays à l'étranger. Et donc, on va encourager ça. Même si, encore une fois, les films sont très peu diffusés. Donc, c'est une sorte de censure. Enfin, voilà, c'est aussi de ne pas pouvoir diffuser les films. Finalement, c'est une manière de les censurer aussi, je pense. Mais bien sûr, pendant la normalisation, tout ça va s'arrêter. Ça sera plus du tout comme ça. Et aussi, je veux dire aussi, pardon, elle fait des concessions, hein, parce que par exemple, dans Les Petites Marguerites, on lui demande d'expurger le scénario de toutes les vulgarités et grossièretés, et effectivement, ça n'est plus dans le film, ça. Donc, elle accepte quand même. Quand même, en gros, les objections qu'on lui fait sont plus de nature morale, voire relevant des goûts petits bourgeois de ces gens qui sont responsables, qui projettent une certaine idée de ce que le public veut. Enfin, c'est les problèmes qui ne sont pas propres à la Tchécoslovaquie. Hein. C'est bon. Plutôt que des oukases de type idéologique, voire politique. Et d'ailleurs, je voulais savoir, parce qu'on a parlé du Parti communiste, mais est-ce que ce sont des gens qui représentent le Parti communiste dans les studios et qui sont eux-mêmes des travailleurs du studio avec différentes responsabilités, ou est-ce que à mesure que le produit film avance dans les étapes de validation, il y a un moment où il y a une espèce d'instance, comme il pouvait y avoir Jdanov en URSS, voire Joseph Staline, et qui regarde le film et qui dit non, ça ne va pas, alors qu'il n'était pas du tout impliqué dans le processus de production. Vous voyez, c'est assez différent. Oui. Et le ministre de surcroît, c'est l'État, ce n'est pas le parti. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des différences, des divergences même entre ces différentes instances? Oui. Mais en fait, ce sont justement différentes instances et le parti n'est pas représenté dans le studio. Du moins, il ne l'est plus dans les années 50 parce qu'au début des années 50, si je peux expliquer de manière concise, le parti a fait rentrer des personnes pour s'occuper de la dramaturgie, des journalistes, des écrivains qui ne comprennent rien au cinéma, et ce sont eux qui ralentissent beaucoup la production parce qu'ils veulent contrôler complètement les scénarios. Et donc, il y a à ce moment-là des gens comme Otakar Vavra. Vavra est un cinéaste qui est déjà installé. Il s'est installé notamment pendant la période d'occupation où il a fait des films qui ont été jugés remarquables. Et donc, Vavra, avec d'autres, bien sûr, vont réussir
dans une sorte de lutte interne à se débarrasser des journalistes. Donc, notamment, il utilise le procès Slansky en disant que ces journalistes qui sont arrivés, ce sont en fait des slanskistes. Et donc, voilà. C'est un petit peu... C'est dangereux de dire. C'est assez dangereux, exactement. Mais donc, ils réussissent finalement à se réinstaller et donc les personnes qui gèrent, enfin qui occupent des postes importants vont être des personnalités comme Otakar Vavra, Martin Fritsch, qui est aussi un cinéaste établi, qui connaissent le métier et donc ils vont défendre ces films. Et donc, même s'ils sont adhérents du Parti communiste par ailleurs, hein, mais ils ne représentent pas le parti en tant que tel. Et ensuite, voilà, ce sont différentes instances, mais comme je l'ai dit, dans les années 60, on va avoir un assouplissement qui va permettre de sauter certaines étapes et de se passer notamment de l'aval du conseil idéologique du parti, qui par ailleurs a quand même beaucoup à contrôler. C'est aussi, il faut se rappeler que c'est quand même une petite administration. Enfin voilà. Non, mais c'est vrai que ça entre en ligne de compte, mais notamment parce qu'ils doivent contrôler tout ce qui est la presse et aussi la radio. Donc on sait notamment le rôle que ça va jouer en 68. D'ailleurs, qu'en est-il de l'accueil, de la réception critique de ces films, par exemple dans le Roux des Bravos ou des trucs un peu officiels comme ça? Alors, je ne peux pas le dire parce que justement, je n'ai pas encore fait cette recherche, mais je pense que ça va être tout à fait intéressant s'ils en parlent. Par contre, c'est vrai que ces films sont très discutés dans les revues corporatistes, mais aussi pour des aspects techniques. Donc ça peut être intéressant de se le rappeler. Mais comme on l'a déjà dit, sur beaucoup de systèmes similaires, enfin, c'est vrai qu'il y a les instances idéologiques voilà, qui représentent le parti, mais quand même beaucoup de personnes qui sont aussi des cinéastes ou des techniciens, donc ils sont impliqués dans ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a encore une question? Monsieur, Valérie, tu peux avancer le micro. Oui, pendant la normalisation, elle a fait un film, par exemple, Panel Story, qui est quand même une critique du système de régime. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ça? Alors, et après, le jeu de la pomme aussi, qui est une... Oui, le jeu de la pomme. Donc, je dois dire que moi, je connais très mal la normalisation, mais j'ai vu quelque part ma camarade Anastasia qui connaît très bien ce cinéma. Donc, voilà, je vous invite à lui parler donc, à ce sujet. Mais ce que j'ai toujours entendu dire, donc là, c'est plus vraiment scientifique, mais j'ai souvent entendu dire que finalement, en fait, elle avait une personnalité tellement forte qu'on lui a permis de faire des films qui avaient de nouveau une distribution assez limitée, mais que cet espace de liberté lui a été rouvert, puisque finalement, on a compris qu'on ne pouvait jamais la briser. Et en même temps que ces films avaient un intérêt esthétique, cinématographique, voilà. Alors ça, c'est toujours ce que j'ai entendu dire. Il y a eu d'autres anecdotes. Les deux films, c'était un relatif succès. Oui, il me semble. Enfin, mais notamment, il me semble que Panel Story, parce que c'est un film où beaucoup de gens ont pu se retrouver dans ce quotidien. Donc, Panel Story, ça se passe dans ces panélacs qui sont une sorte de HLM. Et en fait, elle montre comment est-ce que les gens sont surveillés en permanence, ils n'arrivent pas à échapper enfin voilà, ils n'ont aucune intimité. Mais c'est un film qui est tourné sur un mode comique aussi. Mais je n'en dis pas plus parce que vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période. Le film dont on a vu des extraits, enfin Adam et Ève, disons, c'est celui qui a comme titre français La Pomme. Non, ça, c'est Les Fruits du Paradis. Ah, oui, bah, c'est La Pomme. Oui, le jeu de la pomme, c'est un autre Ah, film. c'est ça, c'est un autre film. Oui, Les Fruits du Paradis, c'est une coproduction avec la Belgique, qui est le dernier film qu'elle a pu réaliser vraiment dans les conditions de la nouvelle vague. Et donc, ce film a été diffusé en Tchécoslovaquie. Il a été, mais c'est toujours pareil, c'est diffusé, Oui. mais pour un temps très restreint. De manière, d'accord, mais enfin, c'est un film expérimental. Ça ressemble à Brakhage, Marco Poulos ou des gens comme ça. Début, si vous avez vu le film, c'est le début qui est expérimental. Ensuite, il y a un film narratif qui est celui d'un tueur de femmes qui évoque l'histoire d'Adam et Ève, et notamment le diable, mais c'est un film très expérimental. Ce jeu de surimpression les multiples, enfin, on n'imagine pas qu'on diffuse un film comme ça. Autre question? Mais après, c'est vrai que quand on dit diffuser, ça peut être on va diffuser le film 3 jours dans la banlieue de Prague. Oui, d'accord, mais enfin, oui, ça c'est...
Mais ça va être le cas, par exemple, comme La longue route d'Alfred Radok, qui n'est pas un film considéré comme censuré, comme un film du trésor, comme on dit, mais qui a été diffusé voilà, à 3 jours dans la banlieue de Prague, à 3 personnes, et qui a été oublié. Mais dans quel type de salle, alors ça veut dire qu'il y a aussi, par ce contrôle, il passe par la diffusion, Mais non, mais- salle, comment ça Mais non, si c'est un choix d'envoyer le film, on va décider qu'il ne pourra être distribué que dans ces cinémas-là pour une durée déterminée. Est-ce qu'il y a différents types de salles? C'est genre arrêt, essai, Alors, grande. pas à ma connaissance. Bon, je connais aussi je connais plus le système de production que celui de distribution, Ouais. mais il me semble pas qu'il y ait différents types de salles. Par contre, ce qu'il y a, c'est différents types de projections. C'est-à-dire les ciné-clubs, par exemple, sont considérés voilà, comme des. Et il y a eu des films interdits, d'ailleurs, des films du Trésor, diffusés dans le cadre de ciné-clubs, mais c'était un jour sous contrôle aussi. Est-ce qu'il y avait des ciné-clubs d'entreprise? Oui, 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 bien sûr, Oui. il y avait. Oui, oui. Oui. Oui, oui, comme Oui, oui, c'est ça. maison Mais du peuple. par ailleurs, ils étaient très forts parce que, enfin, je veux dire quand même que quand on diffusait le film, voilà, 3 jours, ensuite on le retirait de la distribution en disant, mais voilà, ce film n'a attiré aucun spectateur, donc on le retire de la distribution. C'était un argument classique. Ouais. Très bien. Donc, je crois que nous sommes arrivés à l'heure. Du bout. Oui. On a donc. Ouais. Basé sur Kafka. Donc, je ne sais plus, c'est une nouvelle des années 20, mais alors je ne peux plus vous dire. Je pourrais vous retrouver. Le film est disponible sur Famou Film. Ok. Donc, on peut s'abonner et voir tous les films d'étudiants. Bien. Notamment, Merci voilà. beaucoup. Et je peux dire un dernier mot, que ça c'est mon tour de faire de la publicité. Les 3 premiers films de Ritilova, donc le plafond, un sac de puce et quelque chose d'autre, sont ressortis dans les salles. Et j'espère que vous aurez l'occasion de les découvrir en saisissant cette opportunité. J'ai apporté quelques flyers de la distribution à ce sujet, ainsi que le programme du festival tchèque. Deuxième question factuelle. Oui, bien sûr. Oui. Pendant cette interdiction d'exercer sa profession, elle était à la télévision tchécoslovaque. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Publicité, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Pan Vajíček. Pan Vajíček, c'était une publicité pour des œufs. Et elle a travaillé dessus, mais sans être créditée au générique. Elle a pu faire un peu ce type d'emploi un peu opportuniste comme ça. Oui. Mais en fait, quand on l'a découvert, on n'a plus voulu qu'elle travaille dessus. Et après, donc à titre personnel, elle avait eu aussi 2 enfants. Et donc, pendant ces années, elle a construit sa maison. Donc, c'était, voilà. Elle s'est aussi trouvé un autre moyen d'expression à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez terminer la revue, Il est 19h, c'est le timing parfait pour soirée à la radio. Merci. Je vais juste récupérer une question. Bien sûr.